Nous allons maintenant écouter dans la continuité Pedro Teixeira, Nancy, qui va nous parler des nouveaux systèmes, utiles ou futiles. Bonjour. On a vu apparaître, on a vu que ces outils commencent à être mis à notre disposition, permettant de meilleure communication entre les radiologues et les collègues et les patients, mais il reste un travail de réflexion pour savoir si ces outils sont vraiment, apportent vraiment quelque chose à notre pratique actuelle. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est... C'est un rôle secondaire de l'imagerie médicale. On a vu que notre objectif, c'est de faire une interprétation d'une image, apporter un diagnostic, mais on voit que, basé sur ces mêmes images, on a beaucoup de choses qui se passent en plus de diagnostic. Et souvent, les images qu'on produit dans notre pratique, elles sont utilisées pour transmettre les données à nos collègues chirurgiens, à nos collègues médecins, et qui, eux, ils vont... traiter leurs patients, souvent en fonction des informations qui sont extraites des examens d'imagerie que nous faisons. Les patients aussi profitent souvent de cette utilisation secondaire de l'imagerie médicale pour mieux comprendre leur pathologie et ça fait partie de l'effort de mieux transmettre l'information aux patients. Souvent, quand on parle de ces rôles secondaires de l'imagerie médicale, on est tout de suite dans l'imagerie 3D, parce que la transmission d'informations et la compréhension quasi instinctive de cette image est quelque chose qui facilite beaucoup la communication. Jusque-là, on avait le 3T en forme de VRT, des reconstructions par renderisation de volume, mais actuellement, on a de nouvelles options, et c'est ça que je voulais discuter un peu aujourd'hui, montrer 3 de ces options qui peuvent faciliter cette communication. Alors, un petit mot sur le radiologue et les 3D. En fait, on s'en sert très peu de 3D dans notre pratique, de plus en plus, mais en fait, on passe notre vie à analyser les images en 2D, souvent de l'imagerie en coupe, de plus en plus souvent. Et en fait, vite, le radiologue apprend à faire un passage quasi automatique, mental, des images en 2D, en reconstitution mentale d'un modèle 3D dans notre tête. Et en fait, les diagnostics, il est fait sur le 2D. L'image 3D, elle est plutôt pour justement le rôle secondaire de l'imagerie, qui est de transmettre cette information et des fois confirmer un peu l'impression qu'on avait déjà sur le 2D. Donc, la première méthode dont je vous parlerai aujourd'hui, il travaille un peu en faisant les schémas inverses, car on sait qu'en faisant les images 3D, on perd beaucoup d'informations par rapport à ce qu'on peut avoir dans le 2D. Notamment avec les méthodes de reconstruction 3D classiques, notamment de la renderisation de volume. Sauf qu'on peut baser sur la disposition en 3D de l'anatomie, utiliser cette forme 3D pour faire des reconstructions multiplanaires complexes qui vont peut-être nous redonner l'image en 2D pour qu'on puisse être plus à l'aise dans ces diagnostics. Donc, par exemple, c'est l'exemple typique des outils d'ouverture de la cage thoracique. Donc, l'outil dont je vous parle, c'est celui que je connais le mieux. Il part d'une segmentation automatique des repères anatomiques, c'est-à-dire l'identification automatique des repères anatomiques. Il passe ensuite à une segmentation automatique des structures osseuses. Et ensuite, il utilise un modèle cylindrique en suivant les rayons des orientations des côtes pour pouvoir, en fait, ouvrir la cage thoracique, comme vous voyez dans cet exemple, et transmettre et transformer toute cette information 3D dans un plan 2D. Et ces plans 2D-là, ça va nous permettre de faire notre analyse en 2D sur un plan qui était créé à partir d'une image en 3 dimensions. Cet outil, il peut faciliter un peu la communication, c'est-à-dire parce que ça nous affiche de façon rapide toutes les lésions de côte. On a une idée non seulement de la présence ou absence, mais de la relation entre ces lésions de côte. On peut avoir une corrélation directe avec les imageries, le plan, on va dire, orthogonaux. Et surtout, dans notre expérience, ça mène à une réduction de temps d'analyse qui varie entre 30 et 45%. Et ça peut
améliorer notre communication avec nos collègues et réduire le temps de travail pour faire une analyse de même qualité. La performance est à peu près la même, mais on pourrait, avec ce type d'outils, communiquer beaucoup plus rapidement, notamment dans un contexte d'urgence ou de notre, justement pour faciliter notre travail, quand on a beaucoup d'informations attendues de façon aiguë par nos collègues urgentistes ou chirurgiens. On peut également vous présenter ces images, on se servir de ces images dans ces plans, on va dire, créés, et utiliser, faire encore une revenu, refaire le chemin vers le 3D, et on voit que toutes ces fractures sont, malgré leur taille, c'est des fractures qui ressemblent à sont très fines, et on peut quand même le voir de façon assez facile. Mais si vous analysez bien cette image, j'utilise cette image-là pour faire le lien avec la deuxième technique dont je vous parlerai. On voit que ces images, elles sont globalement plus belles que les images en VRT que vous avez l'habitude. On fait un peu mieux là dans cette image de ce qu'on a en modélisation de volume standard. Et ça, c'est en fait une nouvelle technique d'affichage des images en 3D qui s'appelle, c'est-à-dire le terme qui est plus utilisé actuellement, c'est la renderisation cinématique. Et en fait, on peut voir ça comme la nouvelle génération de reconstruction 3D. Et en fait, c'est basé aussi sur le même principe, mais en fait, les logiciels, maintenant, ils arrivent à prendre en compte l'interaction de la lumière et le tissu, en intégrant dans la reconstruction des images des concepts comme l'absorption de la lumière en fonction de la densité, ou encore de la réflexion de la lumière par rapport au tissu évalué. Donc, en fait, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On partait des imageries en 2D, c'est-à-dire standard, et on reconstruisait en volume 3D. Mais si on rajoute dans cette reconstruction des nouveaux éléments, en fait, on a des images qui sont beaucoup plus réalistes en termes d'affichage, et en fait, on peut jouer avec la lumière, la réflexion, et donc ça nous donne un aperçu beaucoup plus proche de la réalité, basé sur les mêmes images originales. On peut voir encore cette même image de même patient. Si vous comparez la qualité d'image, le degré de véracité, mais c'est le rapprochement de la réalité de ces images est nettement plus important de ce qu'on avait disponible avec les images en VRT. Il y a d'autres avantages. Cet approchement du réel, c'est un outil qui est très important pour une communication plus précise. J'ai vu des collègues, des interviews sur Internet, des gens qui ont dit que dans leur pratique courante, ça a aidé beaucoup la communication avec les chirurgiens, parce qu'en fait, si on compare ces deux images, on a une idée c'est la même information, parce que c'est la même acquisition, mais disons que si le chirurgien est en train d'opérer ses patients, l'image avec la renderisation cinématique est beaucoup plus proche de ce qu'il va retrouver pendant son acte, et ça réduit l'élément surprise, c'est-à-dire retrouvé par nos collègues, qu'on y voit, c'est-à-dire qu'on y fait une confrontation avec les images qu'on faisait avant et celles qu'on peut fournir aujourd'hui. D'autant plus qu'on peut mettre d'autres éléments et on voit des images type texte d'anatomie. C'est pas de la modélisation, c'est des vraies images et ça a un aspect très réaliste. Comment ça se passe? Alors là, normalement, ça se passe assez rapidement. Actuellement, on a pas mal de presets qui ont été mis en place qui nous permettent de s'en servir en pratique quotidienne de ces techniques. Ça prend un petit peu plus de temps que le VRT habituel, notamment parce que c'est une technique nouvelle et le logiciel commence à être introduit dans notre pratique clinique. Mais en gros, on a des presets et des outils qui nous permettent de changer la couleur et le réflexe des lumières en fonction de la densité. Et on a une autre chose aussi intéressante qui est la capacité de jouer avec la source de lumière pour présenter des aspects différents de l'image. Donc ça, c'est exactement la même acquisition, mais avec ce logiciel, on peut, en changeant la source de la lumière, présenter ou mettre en évidence, pour une communication plus efficace, des éléments plus différents de
de la même image. Donc c'est un patient qui avait une ostéonécrose de la tête fémorale et on voit la zone d'effondrement de la superficie articulaire qui peuvent être différemment démontrées en fonction de la position de la source de lumière. Il y a un autre point intéressant sur ce type d'image on n'a pas suffisamment exploité, mais je pense que ça va être sûrement un changement par rapport à ce qu'on faisait auparavant. C'est la possibilité qu'il nous donne d'avoir des mesures de distance et d'angle qu'on n'avait pas disponibles auparavant sur les séquences VRT. Donc si vous essayez de mesurer une image en VRT, vous allez retrouver cette mesure en pixels qui n'a pas de correspondance directe en termes de dimension géométrique. Par contre, si vous faites la même chose sur les images de renderisation de volume, on a l'information des distances et on a une sorte d'évolution des mesures qu'on peut avoir en radiographie conventionnelle déjà dans un volume qui est, je vous rappelle, c'est un volume 3D qu'on peut manipuler et peut-être améliorer la qualité de nos mesures avec cet outil. Je voulais finir cette présentation sur un troisième outil qui on a vu apparaître. Il y a beaucoup de communication qui a été faite. On a vu, c'était sous le 20h il n'y a pas très longtemps de TF1, je me rappelle, de France 2. Et en fait, c'est les outils de réalité mixte. Avant de rentrer spécifiquement dans cet outil, j'aimerais juste faire la différenciation pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude avec la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est qu'on utilise en moyen technique, c'est-à-dire des lunettes souvent, pour être complètement immersé dans un autre monde, une autre réalité qui est créée et qui ignore complètement la réalité, c'est-à-dire les images de la réalité dont on est actuellement. Et donc, par exemple, quand vous mettez cette lunette, tout change et vous n'avez pas accès à ce qui est disponible actuellement. Ce qui est très différent de la réalité augmentée, c'est l'utilisation du même type d'outils, c'est-à-dire des lunettes des réalités virtuelles, pour introduire dans ce que vous voyez normalement des éléments qui permettent d'enrichir la réalité actuelle, ce qu'on voit pour de vrai. Et donc là, par exemple, vous voyez dans ce bureau quelqu'un qui a introduit une reconstruction VRT, par exemple, des images d'un patient qui est patient scanner, et vous imaginez l'impact potentiel que ces genres d'outils peuvent avoir dans la communication avec les patients et dans la communication avec des collègues. On a vu récemment un développement accru de ce type de présentation et on a actuellement des techniques qui nous permettent d'avoir à notre disposition avec ces lunettes qui se connectent à distance à un serveur et qui nous donnent accès à des volumes complets des images. C'est-à-dire, on n'a pas qu'une petite partie de l'image qui est chargée dans la lunette. En fait, on a la possibilité de faire une communication entre l'outil d'imagerie virtuelle et un serveur qui contient beaucoup d'informations. Et à ce moment-là, beaucoup de choses deviennent disponibles par le biais de ces lunettes. Actuellement, c'est le début, je suppose, mais on arrive à charger des volumes entiers qui sont segmentés à partir des images scanographiques en IRM et qui sont introduits sont stockés dans le serveur, qui sont introduits dans la fenêtre, dans les lunettes, qui ont déjà un système d'interface qui nous permet d'avoir accès à toutes ces informations pendant voilà, un acte chirurgical ou une transmission des données avec le patient. Et donc, du coup, les applications de ces outils, actuellement, c'est, comme je vous ai dit, faciliter la communication avec les patients, qui vont, s'ils sont munis de cet outil, pouvoir manipuler eux-mêmes leur imagerie ou le volume en question. Et du point de vue plus médical, ça nous permet éventuellement de réaliser une chirurgie un peu augmentée en mettant en direct pendant la réalisation de l'acte chirurgical des informations d'imagerie médicale. Et donc, on a vu l'expérience qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Paris sur la réalisation d'une mise en place des prothèses d'épaule dans laquelle le chirurgien avait accès au volume complet de l'épaule du patient qu'il avait sur la table. Et là, on voit le moment que je trouvais le plus intéressant, c'est que le chirurgien superpose au corps du patient les images scanographiques et il peut, par ces biais-là, on espère, guider mieux la mise en place de la prothèse, notamment de la vis glénoïdienne.
Alors, il y a beaucoup d'attentes encore pour l'avenir. C'est une technique qui commence seulement à être développée. Et en fait, notamment, ce qui manque beaucoup pour nos collègues chirurgiens, je pense, c'est en fait des outils, des superpositions automatiques entre l'anatomie du patient et les images récoltées. Actuellement, ça se fait de façon un peu, disons, grossière, c'est-à-dire en laissant les chirurgiens lui-même manipuler les volumes en termes de rotation et position pour superposer en fonction de l'orientation de sa vue sur l'image sur le patient, mais on voit bien qu'il y a de la place pour du récalage, des capteurs de superficie qui nous permettraient, dans un avenir, de pouvoir faire ça de façon automatique. L'autre question qui ça se pose, c'est peut-être qu'on peut avoir une association de plusieurs techniques. Donc, ça serait peut-être encore mieux pour nos collègues chirurgiens si on peut charger de volumes de renderisation cinématique direct pendant leur acte chirurgical. Et ça va peut-être améliorer encore plus la corrélation et la transmission de ces informations. Voilà, donc je voulais conclure en disant que cette communication, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de communication parce que là, je vous parle d'un sujet qui a très peu d'impact dans la pratique quotidienne des radiologues, c'est-à-dire moi-même, et il y a peut-être un bénéfice potentiel, et beaucoup de potentiel pour un bénéfice à nos collègues médecins d'autres spécialités et à la transmission d'informations pour nos patients. Nous, je pense que dans notre pratique, on va rester pendant un certain temps, ça va changer peut-être doucement ou avec de nouvelles évolutions, mais je vois mal au moins les techniques que j'ai pu rencontrer, que je peux utiliser, changer le paradigme que les radiologues fait ses diagnostics encore sur le 2D, il utilise ces autres outils pour pouvoir transmettre l'information et plutôt faire un travail de vérification. Voilà, je vous remercie pour votre attention.